Day. Plus de peur que de mal pour une petite fille de 3 ans perdue hier lors d'une fête de famille et qui a été retrouvée ce matin 1 kilomètre plus loin après une nuit passée dans les bois. Tony Blair réélu, le Labour conserve la majorité absolue même s'il perd 60 sièges. Le Premier ministre britannique l'a déclaré ce matin « J'ai écouté et appris ». Comment éviter la pénurie de médecins à partir de 2008? Le rapport du professeur Yvon Berland sur la démographie médicale sera remis la semaine prochaine à Philippe Douste-Blazy. Ses conclusions en avant-première dans ce journal. Le commerce équitable invité à Paris, Jacques Chirac a reçu à l'Elysée le père Vanderhoff, créateur du label Max Havelaar, qui garantit un prix minimum payé aux producteurs. C'est le dossier de ce journal. Juliette, chanteuse populaire dans le meilleur sens du terme, qui renoue avec la tradition française, goût du texte, musique sans fioriture et poésie à chaque ligne. Madame, Monsieur, bonsoir. Perdue dans les bois, choquée, très fatiguée, la petite Mallory, 3 ans, a été retrouvée ce matin. Hier, elle avait disparu lors d'une fête de famille en Ardèche. Une centaine de gendarmes et de policiers ont été mobilisés. Fort heureusement, donc, la petite fille a été retrouvée. Elle est toujours hospitalisée à Annonay. Commentaire Didier Guyot et reportage Jean-Claude Martin. Mallory saine et sauve, emmitouflée dans une couverture et portée par des pompiers, l'image fait chaud au cœur. Il est 10 h ce matin et la petite fille d'à peine 3 ans vient d'être retrouvée. Toute la nuit, elle a erré dans la forêt. La température est de 2-3 degrés, elle parcourra 1,5 km. C'est une habitante du village qui va l'apercevoir. Elle a découverte à l'orée d'un bois, à peu près 1,5 km du lieu de disparition, vers un endroit, le lieu dit Maison Blanche. L'enfant était en hypothermie, choquée, elle gémissait. Mallory sera transportée à l'hôpital en hélicoptère. Elle est à demi inconsciente, fatiguée, affamée et surtout souffre d'hypothermie. Son corps est de 27 degrés. Mais elle est vivante, la petite fille a su résister. Elle avait un cœur qui battait lentement, à 60, ce qui est très lent pour une enfant de son âge. Elle était dans un coma léger. Voilà, c'est sûr qu'elle tout fonctionnait un petit peu au ralenti. Depuis hier, 16 h, quelques 150 gendarmes et pompiers étaient mobilisés. Il fallait la retrouver au plus vite. Mallory avait échappé à la surveillance de ses parents lors d'une fête de famille qui regroupait 480 personnes. Une nuit d'attente, des heures de recherche et le soulagement enfin. On a vécu une nuit d'angoisse et tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont participé aux recherches, de la même chose. Je vous le redis, là, tout a été mis en œuvre. Là, je remercie sincèrement les pompiers et les gendarmes pour ce qu'ils ont fait, quoi. Mallory n'a subi aucune violence, mais une enquête est tout de même ouverte. Les gendarmes aimeraient être sûrs que c'est bel et bien seule qu'elle a parcouru dans la nuit, à 3 ans, 1,5 km dans la forêt. Majorité absolue pour la 3e fois, le Labour de Tony Blair a réussi son pari, même si en termes de sièges, le parti recule un peu. Il n'en reste pas moins que le modèle économique mis en place en 8 ans a convaincu. Et si le leader travailliste est critiqué, c'est plutôt pour son engagement aux côtés des États-Unis en Irak. Une correspondance à Londres de Laurent Boussier et Roy Connolly. Downing Street, fin de matinée. Tony Blair, souriant, revient de Buckingham Palace. La reine vient officiellement de le nommer Premier ministre pour la 3e fois. C'est un très grand honneur et privilège d'être élu pour un 3e mandat. J'ai écouté et j'ai appris. Je pense avoir une idée très claire de ce que la population britannique attend maintenant de ce gouvernement pour ce 3e mandat. Victoire historique, mais modestie affichée. Retour sur une longue soirée électorale qui a commencé pour le candidat Blair dans son fief de Sedgefield, où il est reconduit haut la main par les électeurs. Toute la nuit, circonscription après circonscription, les résultats tombent. Au niveau national, les travaillistes sauvent les meubles. Avec 36,2% des suffrages, ils obtiennent plus de 55% des sièges à la Chambre des communes. Majorité assurée, mais on est loin du triomphe des élections précédentes. Tony Blair le sait, l'Irak est passé par là. Je sais que l'Irak aura été un sujet de division pour ce pays. Mais j'espère aujourd'hui que nous pourrons nous unir à nouveau pour regarder vers l'avenir. Pas de champagne donc pour célébrer cette victoire, mais un chef fêté par les siens le jour de ses 52 ans. En fait, je vous aime et je suis fier de vous. Cet après-midi a été consacré à la formation du nouveau gouvernement où l'on retrouvera tous les poids lourds du Parti travailliste et en particulier Gordon Brown, ministre des Finances, architecte du succès économique britannique et dauphin désigné. Malgré sa victoire historique, Tony Blair l'a dit et répété, ces élections étaient pour lui les dernières. Dans 4 ans, peut-être même avant, il aura passé la main.
Dernière élection aussi pour Michael Howard, le leader des conservateurs. Malgré les gains en siège de son parti, il a lui déjà démissionné. Et nous retrouvons Laurent Boussier en direct de Londres. Alors Laurent, si Tony Blair a gagné aujourd'hui, on l'attend demain sur d'autres fronts tout aussi périlleux, à commencer par celui de l'Europe. Et les Britanniques regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe en France. Oui, absolument, Françoise. L'Europe a été la grande absente de ces élections. Tous les partis, Tony Blair compris, l'ont écarté de leur argumentaire. Cela dit, l'Europe va revenir dans l'agenda politique de Tony Blair. D'abord, effectivement, vous l'avez dit, parce que les Britanniques vont observer avec beaucoup d'attention ce qui va se passer le 29 mai, le référendum en France. Ensuite, et surtout parce que la Grande-Bretagne prend le 1er juillet prochain pour 6 mois la présidence de l'Union, avec un dossier très lourd à gérer, les premières négociations sur l'adhésion ou pas de la Turquie à l'Union européenne. Europe toujours, mais référendum cette fois-ci. Tony Blair l'a promis, il y aura un référendum comme en France l'année prochaine, en 2006, sur la Constitution européenne. Dans l'état actuel des choses, l'opinion publique est extrêmement hostile à ce référendum. Tony Blair le sait, mais il va quand même aller à la bataille. On dit même que ce serait sa dernière bataille et qu'à l'occasion de ce référendum, il pourrait démissionner de son poste de Premier ministre et le laisser à Gordon Brown, son ministre des Finances. Merci Laurent pour cette analyse. Et en France, justement, on regarde avec la même perplexité le succès de Tony Blair, mélange de libéralisme économique et de renforcement du service public, avec un taux de chômage à moins de 5% et une croissance record. Réaction en France, Jeff Wittenberg et Émilie Lançon. Je trouve les gens ici très sympas. Il fut un temps où Tony Blair faisait presque l'unanimité en France. D'ailleurs, il y passait ses vacances chaque été dans un petit village du sud-ouest. Bras de chemise et convivialité. À l'époque, le duo Blair-Jospin était en vogue dans la gauche européenne. C'était aussi le temps où le jeune Premier ministre britannique faisait un tabac à l'Assemblée, séduite par son discours en français et si consensuel. La gestion de l'économie n'est ni de gauche ni de droite, elle est bonne ou mauvaise. Et puis le charme s'est rompu. Et les distances, c'est sa famille qui les a prises. La gauche, malgré le chômage en baisse record, malgré l'effort outre-Manche pour les services publics, les socialistes français font la fine bouche. Tony Blair, c'est un peu le cousin qui aurait réussi, mais avec lequel on n'aime pas trop s'afficher dans les réunions de famille. Si j'étais britannique, j'aurais fait ce qu'ils ont fait hier, c'est-à-dire que j'aurais voté pour Tony Blair malgré tout. Pour Tony Blair parce qu'il a des résultats, pour Tony Blair parce qu'il a de la crédibilité, pour Tony Blair parce qu'il est un homme de centre-gauche, mais malgré tout parce qu'il a fait des choix contestables. L'aile gauche du PS reproche à Blair d'avoir théorisé à gauche ce qu'il appelle la troisième voie, de se sentir plus proche d'un Bill Clinton que des socialistes. Le modèle, entre guillemets, de Blair est utilisé dans tous les autres pays, à part la Grande-Bretagne, comme un modèle de droite. Parce que c'est un modèle qui finit par légitimer du libéralisme. Et il faut reconnaître que c'est à droite que l'on s'incline devant la réussite de Tony Blair. Pour les libéraux, il est même devenu un modèle. Les Anglais travaillistes, socialistes, ont compris que l'on peut mettre l'économie de marché au service du social, du plein emploi et de la prospérité pour tous. Est-ce parce que sa réussite économique y est diversement appréciée? Tony Blair passe désormais ses vacances ailleurs qu'en France. La France va-t-elle manquer de médecins en 2008? C'est le risque si rien n'est fait. Beaucoup partiront à la retraite, en effet, dans les 3 ans qui viennent. Et la France, qui pratique toujours le numerus clausus à l'entrée des études de médecine, se trouve dans cette situation paradoxale de devoir trouver des solutions pour accélérer la formation et l'installation des jeunes médecins. Un rapport propose une série de mesures choc. Il sera remis la semaine prochaine à Philippe Douste-Blazy. En voici quelques éléments en avant-première. Isabelle Quintard et Christophe de Valambra. 10 mois, c'est le temps qu'il faut attendre pour obtenir un rendez-vous chez cet ophtalmologiste. Ici à Poitiers, la situation est critique. Il y a de plus en plus de médecins à la retraite qui ne sont pas remplacés parce que les jeunes préfèrent les grandes villes. Bien entendu, on assure les cas urgents, mais pour ceux qui veulent des rendez-vous non juste programmés, c'est très désagréable. Plusieurs départements sont particulièrement touchés par cette désertification médicale. Entre autres, la Mayenne, l'Indre ou encore l'Oise. Un rapport de la Commission de la démographie médicale propose des mesures concrètes pour remédier à cette situation. Première idée, augmenter le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'étudiants en médecine. Changer le concours national en examen interrégional et enfin développer les maisons médicales de garde dans les zones qui manquent de médecins. Une enveloppe financière permettrait également d'attirer les jeunes médecins sans les obliger à quoi que ce soit. Ce sont des mesures essentiellement incitatives, à la fois financières envers les étudiants et également envers les médecins installés,
qui permettront à la fois de fixer les médecins qui sont déjà dans des zones désertifiées et qui risquent d'en partir, et inciter les jeunes médecins à venir s'y installer. Le rapport sera bientôt sur le bureau du ministre de la Santé, avec une interrogation. Quelles mesures retiendra-t-il et aura-t-il l'argent pour les financer? À peine 15 jours après l'annonce de résultats trimestriels jugés décevants par les actionnaires, des profits en hausse de 3% seulement, IBM annonce un plan de suppression de 10 à 13 000 emplois dans le monde, dont une majorité en Europe. En France, près de 1000 emplois seraient menacés d'après les syndicats de l'entreprise. David Bohéry et Chloé Lecomte. IBM à Noisy-le-Grand, région parisienne. Ici, le géant américain de l'informatique emploie aujourd'hui près de 1000 salariés. Des salariés qui, à l'heure de la pause, se disent inquiets après l'annonce du plan social. On est tous concernés, mais bon, c'est comme ça, quoi. On ne peut pas faire grand-chose à part travailler et puis attendre, quoi. Le pire qui puisse m'arriver, c'est d'être mis à la retraite de fils. C'est pas dramatique. D'accord. Mais c'est moins drôle pour les personnes qui sont plus jeunes, quoi, c'est certain. La décision vient des États-Unis. Au siège d'IBM, la direction vient d'annoncer qu'elle allait supprimer de 10 à 13 000 emplois dans le monde, principalement en Europe, où son activité marque le pas. En France, près de 1000 postes seraient menacés, notamment sur ce site à Montpellier. Le plan de restructuration est en discussion depuis maintenant 2 mois. Les syndicats dénoncent la logique de ce plan. Il n'y a aucune justification économique à ces licenciements. IBM se porte bien, a de bons résultats. Et la seule motivation de ces suppressions d'emplois, c'est la délocalisation, l'externalisation vers des pays à faible coût de main-d'œuvre. En 2004, le groupe IBM a dégagé plus de 8 milliards de dollars de bénéfices. En France, les syndicats refusent tout licenciement sec et demandent que les départs se fassent uniquement sur la base du volontariat. Des assemblées générales seront organisées la semaine prochaine et une grève nationale est prévue pour le 23 mai. Depuis que le président de la République, lors de son intervention sur France 2, a annoncé que le futur réacteur de fusion nucléaire ITER serait construit en France, à Cadarache, les autorités japonaises, nos concurrents sur ce projet, se montrent plus réservées. Pour eux, rien n'est tranché. Il semble bien tout de même que la France ait un peu d'avance sur ce dossier. Explication, Frédéric Monteil et Madi Diawara. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit drapeau européen planté dans la garrigue. Mais cela pourrait devenir un des projets scientifiques les plus chers du monde. 10 milliards d'euros pour bâtir ITER, le réacteur thermonucléaire que Français et Japonais se disputent depuis 2 ans. Coup de théâtre, hier, en catimini, l'Europe signe avec les Japonais un accord technique. Autrement dit, le pays qui n'aura pas ITER bénéficiera de dédommagement. L'accord se garde bien de dire qui du Japon ou de la France l'emportera, même si au ministère de la Recherche, on a sa petite idée. Si on lit cet accord dans le même sens que le Japon, eh bien, ça veut dire très clairement que ITER sera à Cadarache. Problème, le Japon dément formellement avoir abandonné la partie. Selon le ministère japonais de la Science, c'est scandaleux. Nous n'avons jamais fait de proposition laissant entendre que nous entendions renoncer. En attendant, dans le village de Saint-Paul-les-Durances, le plus proche du projet ITER, l'accord d'hier est accueilli avec prudence et espoir. Je pense que c'est un bon projet et puis on est content qu'il passe sur Saint-Paul. Comme ça apportera peut-être du travail puisque sur Saint-Paul il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. C'est vrai que c'est un pas en avant, un grand pas en avant pour le site de Cadarache, le site européen. Mais il faut quand même être prudent parce que les Japonais n'ont toujours pas dit leur dernier mot. Les négociations politiques continuent, réponse définitive attendue fin juin. Dans tous les cas, l'Europe s'est engagée à bâtir le réacteur avec ou sans l'aide du Japon. Il y a 10 ans, Jacques Chirac était élu président de la République. 10 ans de mandat que l'Élysée ne souhaite pas particulièrement fêter. Il est vrai qu'en pleine campagne électorale, avec un climat social plutôt contrasté, on est loin de l'enthousiasme de 1995. Rappelle Alix Bouillaguet et Diane Richard. Cette victoire, il en rêvait depuis 30 ans. 7 mai 1995, la CX devient présidentielle. Jacques Chirac s'installe enfin à l'Élysée. Pour les militants qui ont fait la campagne, l'histoire commence dans l'euphorie. On a mis beaucoup d'énergie dans cette campagne. Je suis née en 75, on avait connu que Mitterrand et on avait envie d'un changement, donc c'était très fort. 6 mois plus tard, déjà, le premier désenchantement. Jacques Chirac, le pourfendeur de la fracture sociale, prend un virage à 180 degrés, place à la rigueur. Les réformes du Premier ministre Alain Juppé ne passent pas. À l'automne 95, plus d'1 million de Français descendent dans la rue. 1 an et demi plus tard, Jacques Chirac en paiera le prix.
j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Pour la droite, l'échec est cuisant. Lionel Jospin s'installe à Matignon pour 5 ans, un record de cohabitation. C'est aussi le temps des affaires, celle notamment de la cassette mairie, du nom d'un promoteur qui met en cause Jacques Chirac dans le financement occulte du RPR. Il en restera un adjectif. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Mais durant ces 10 ans, il y a aussi eu des symboles. Pour la première fois, un chef d'État reconnaît la faute collective de la France dans la déportation des Juifs. Jacques Chirac, c'est également la suppression du service militaire et l'adoption du quinquennat. Avec Jean-Pierre Raffarin, il réussira à réformer les retraites et la sécurité sociale. Mais pour les militants de la première heure, il reste un grand regret. La fracture sociale, c'est quand même foncièrement une déception, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit que pas grand-chose a été fait, ou en tout cas pas avec une efficacité telle qu'on l'attendait. Une autre victoire, au goût amer, celle de sa réélection en mai 2002. C'est Jean-Marie Le Pen qui l'affronte au second tour. 82%, le score est historique, mais c'est à la gauche qu'il doit son succès. Ne laissons pas retomber ce souffle qui nous a portés. C'est surtout sur la scène étrangère que Jacques Chirac aura marqué les esprits, ici en 1996 à Jérusalem. Le vrai temps fort, en mars 2003, la France s'oppose aux États-Unis et à la guerre en Irak. S'opposer aux Américains, c'est pas rien, et je crois qu'il n'y avait que Chirac pour le faire. Moi, je retiens que vraiment beaucoup d'émotions. La joie de Villepin, son discours devant l'ONU, c'était impressionnant. 10 ans tout juste après son élection, dans un contexte social dégradé, Jacques Chirac fait un nouveau pari sur l'Europe avec le référendum du 29 mai. 15 jours pour soutenir le commerce équitable. Mieux faire connaître ces labels, c'est l'initiative prise par l'association Max Havelaar, d'après le nom du héros d'un roman populaire néerlandais qui dénonçait l'oppression des cultivateurs de café en Indonésie. L'homme qui a créé ce label, c'est lui, le père Frans van der Hof, prêtre hollandais, docteur en économie qui vit au Mexique. Il a été reçu aujourd'hui par Jacques Chirac à l'Élysée et il a été invité à participer le 14 juin à Paris à la conférence de l'ONU sur le pacte de responsabilité des entreprises. Aujourd'hui, le père Van der Hof continue son action au Mexique, donc, et le commerce équitable permet à des paysans pauvres d'avoir une vie plus décente, comme le montre ce reportage d'Amaury Guibert et de Francis Bianconi. C'est le temps des cerises pour Margarita et Aaron. Les cerises, ce sont ces petits fruits rouges, ceux du caféier, délicatement cueillis à la main. Ils font aujourd'hui la réputation des montagnes du Chiapas. En retournant à la coopérative, les deux paysans sont sûrs d'en retirer un bon prix. Car leur cueillette est payée à un tarif minimum garanti. C'est la base du commerce équitable. Un café torréfié vendu plus cher aux consommateurs mais qui assure des revenus convenables à des petits producteurs. Une idée simple, appliquée pour la première fois dans cette coopérative il y a plus de 10 ans. Celui qui a initié le projet est cet homme, le padre Francisco van der Hof, un prêtre ouvrier devenu entrepreneur. Un des objectifs principaux du commerce équitable était de défier le marché des grandes multinationales. Dans cette région la plus pauvre du Mexique, peu de monde y croyait. Une utopie, disait-on, qui s'est finalement transformée en réalité. Aujourd'hui, la coopérative s'est dotée d'un dispensaire avec une pharmacie, certes rustique. Elle s'est aussi ouverte sur le monde grâce à Internet. C'est peu, mais pour eux qui n'avaient presque rien, le changement est notable. On a conscience que ça ne va pas tout résoudre, mais ça nous aide pour ce qui est indispensable dans notre quotidien. Tous les ans, les producteurs se réunissent pour décider de quelle façon les bénéfices de la coopérative seront utilisés. Aujourd'hui, le café les fait vivre grâce à ce projet qui a pu se concrétiser avec l'appui d'un torréfacteur français. Tout ça pour une toute petite somme que le consommateur va dépenser, parce qu'il faut savoir que pour une tasse de café achetée, c'est moins de 1 centime d'euro de plus que l'on donne. C'est absolument dérisoire, c'est des pièces qu'on ne veut même pas garder. Et pour ici, c'est vraiment extraordinaire, ça permet le développement social et économique. Malgré tout, le commerce équitable reste confidentiel face aux géants du café, comme le Brésil. La production mondiale représente 6,5 millions de tonnes par an,
Celle du commerce équitable, 30 000 tonnes à peine. Autant dire une goutte d'eau comparée à ces milliers d'hectares de caféiers que l'on traite comme une industrie. Un commerce qui n'est pas équitable, c'est à l'inverse ce que ressentent beaucoup de producteurs français face à la concurrence chinoise. En voici encore un exemple avec une petite entreprise familiale de Charente-Maritime spécialisée dans l'épuisette. Quelques gros clients en ont fait fabriquer directement en Chine et du coup l'entreprise est menacée. Alors, petits pêcheurs de crabes, du Cap Ferré ou d'ailleurs, choisissez bien vos épuisettes. Christophe de Valambra et Philippe Ritten. Depuis près de 60 ans, l'épuisette dite standard, c'est le produit phare de la maison Roudier. Mais cette année, pour la première fois, la saison s'annonce mal. Je sais que cette année, après toutes mes tournées faites, je vais certainement en vendre 120 000 de moins, ce qui représente peut-être 50% de ce que je vendais habituellement. Et le patron s'explique. Cette année, quelques gros clients ont préféré faire fabriquer eux-mêmes leurs épuisettes en Chine. En voici un lot que la PME charentaise a pu se procurer. Alors ça, c'est les épuisettes chinoises, copie conforme des nôtres. Mis à part la qualité du bois qui est médiocre et le fer qui rouille. C'est le prix qui fait que ça se vend. Et sur le prix, la société française ne peut pas rivaliser avec la Chine. Impossible sur ce type de produit. La main-d'œuvre représente 50% du prix de l'article. Quand on compare les salaires français avec les salaires chinois, effectivement, on est loin du compte et on peut se retrouver facilement avec 50% ou 60% de différence de prix par rapport à la Chine. Alors cette année, pour la première fois de son histoire, la PME a dû licencier un quart de son personnel du fait de la baisse de charge de travail. 12 salariés sont aujourd'hui au chômage et ceux qui restent craignent pour l'avenir de la production. On fait le maximum. Et puis malgré faisant le maximum, ça s'en va quand même. Là où c'est moins cher. Voilà. La société charentaise, jusqu'à présent leader sur le marché français de l'épuisette, mise donc sur la qualité en espérant que cet été, les clients fassent la différence. À Moscou, on se prépare pour célébrer lundi les 60 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. 60 chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour commémorer le 9 mai 1945. Vous voyez sur ces images les troupes en train de répéter les défilés. Certains soldats seront habillés avec des uniformes de 1945 et les Russes évidemment sont particulièrement attentifs à la sécurité. Et avant cet anniversaire, le président russe Vladimir Poutine a pour la première fois qualifié de tragédie l'annexion des pays baltes par les soviétiques. Depuis plusieurs jours en Europe et aux États-Unis, des voix s'élevaient pour appeler les Russes au repentir après l'occupation des territoires baltes par les troupes soviétiques. Un geste de Poutine qui n'ira pas plus loin. Il refuse l'idée d'excuse. Une mise au point tout de même bienvenue après qu'un délégué du Kremlin ait déclaré jeudi que l'entrée dans les pays baltes avait eu lieu en accord avec les pouvoirs légitimes en place. Pour les pays baltes, donc, la date du 9 mai ne saurait en aucun cas signifier la libération. C'est pourquoi les présidents estoniens et lituaniens ne participeront pas aux célébrations de Moscou. Seule la présidente lettonne ira pour, dit-elle, rappeler qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la moitié de l'Europe seulement a été libérée. Reportage Anne Pouncinet. Leur rancœur contre l'URSS, les Lituaniens en ont fait un parc d'attractions, où l'on voit des faux miradors de goulag déverser des chants soviétiques sur des bustes de Staline et Lénine, un défouloir, le 5e endroit le plus visité de Lituanie. Quelque part sur un mur du musée, les cartes signées du pacte germano-soviétique, le pacte qui permit à Staline d'occuper les pays baltes dès juin 1940. Maria, que nous avons rencontrée dans sa maison de campagne, a vu sa vie bouleversée par ce pacte. Car les occupants soviétiques ont déporté son père en 1941. Accusé d'appartenance à un parti bourgeois, il est mort au camp en 1943, alors qu'elle-même et sa mère étaient déportées au sud de la Russie pendant 7 ans. Elle estime que le Kremlin devrait en quelque sorte aujourd'hui s'excuser pour ce pacte et cette répression. Il me semble que s'excuser, ce n'est pas s'abaisser, au contraire, c'est se grandir, dire qu'on a compris, dire qu'on reconnaît ce qui a été et que c'était mal. Josas, lui, a été arrêté en 1944 par les soviétiques, interrogé ici dans les sous-sols du tribunal de Vilnius. Maquisard, il luttait contre l'armée rouge qui venait de repousser les Allemands hors de son pays, mais Josas peine à les qualifier de libérateurs. Comment ça, ils nous ont libérés? Ils nous ont occupés, oui. Ils ont chassé les Allemands et ils nous ont occupés. 10% de la population lituanienne fut emprisonnée ou déportée en URSS, au point qu'aujourd'hui en Lituanie, il y a un parti des déportés,
qui a du mal évidemment à partager l'engouement des Russes pour les commémorations du 9 mai. Nous partageons la douleur du peuple russe dans cette guerre. Nous entretenons les tombes des soldats russes tombés en Lituanie. Mais pour nous, ce n'est pas une vraie fête. Dans ce contexte, les Lituaniens ont noté avec intérêt les dernières déclarations de Vladimir Poutine. Le débat n'est pas clos pour autant. Mais pour certains, c'est un premier pas vers la réconciliation. Le président américain George Bush, qui arrivera justement ce soir à Riga en Lettonie, a signé avant de partir un décret pour rétrograder la générale Janice Karpinski. Elle était responsable de la prison d'Abu Ghraib où l'armée américaine a fait subir des sévices aux détenus irakiens. C'est le premier officier américain officiellement sanctionné dans cette affaire. En Irak, justement, un attentat à la voiture piégée dans un marché au sud de Bagdad a provoqué un véritable carnage. Il y aurait une trentaine de morts, sans doute 50 blessés. La voiture piégée a explosé à 15 heures, au moment même où ce marché était bondé. Et puis rappelons que notre consoeur Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun sont toujours retenus en otage quelque part en Irak, justement, depuis maintenant 121 jours. Dans 2 mois, on connaîtra le nom de la ville qui recevra les JO 2012, avec en concurrence Paris et puis Londres. Londres qui connaît aujourd'hui un revers. 173 entreprises ont décidé de se retirer du comité de soutien. Elles estiment en effet que la pérennité de leur entreprise serait menacée puisqu'elles devraient déménager pour libérer une zone olympique sans aucune garantie de retrouver leurs locaux. Explication de ce coup dur pour le comité olympique britannique, Arnaud Miguet et Roy Connolly. Le compte à rebours a commencé en plein Trafalgar Square. Les Londoniens emmenés par Cherie Blair comptent sur les Jeux pour donner une nouvelle jeunesse à la capitale. C'est la passion qui anime Londres. Ce serait un honneur fantastique. C'est l'Est de Londres qui aurait l'honneur d'accueillir le site olympique. Mais pour cela, il faudrait exproprier massivement ce que refusent 350 irréductibles qui n'ont pas trouvé d'accord financier avec le gouvernement. Ils sont même allés jusqu'à écrire une lettre au comité olympique contre les Jeux. Les entrepreneurs sont embêtés de ne pouvoir montrer leur patriotisme en soutenant ces Jeux et leur pays. Mais en même temps, ils n'ont pas le choix entre emploi et 2 semaines de Jeux. C'est le dilemme de Lance Forman, leader mondial du saumon fumé. Son entreprise existe depuis 4 générations. Il y a 2 ans, il a investi 5 millions d'euros pour une nouvelle usine. Pour lui, les propositions de déménagement sont insuffisantes. Si l'on ne trouve pas une solution rapide, c'est toute mon affaire qui va péricliter. C'est par les journaux qu'il a appris que son entreprise centenaire serait au beau milieu du stade olympique. Aujourd'hui, 1500 emplois dans le quartier sont menacés. C'est pour cela que ces entrepreneurs de l'Est de Londres soutiennent la candidature parisienne. Beaucoup de Londoniens commencent à se demander si l'organisation de ces Jeux, qui devraient avoir lieu ici même, en vaut vraiment la chandelle. Décision le 6 juillet prochain. Et cet après-midi, sur les Champs-Élysées à Paris, la patrouille de France a été mise à contribution pour le tournage du film JO Paris 2012, sous la direction de Luc Besson, dont les caméras étaient au sol, mais aussi placées dans un transat de l'armée de l'air, que vous voyez, et qui survolait la patrouille de France. Et le monsieur avec le casque, là, tout au fond, vous le reconnaissez? Bah oui, c'est lui, c'est Luc Besson, qui voulait rester anonyme. Mais enfin, on l'a quand même reconnu, on est très fort. En Inde, chasser la vache sacrée est un délit, comme chacun sait. Il s'agit aujourd'hui de les déplacer, car Marguerite et ses copines locales, Chouchila ou Indira, ont une fâcheuse tendance à compliquer la vie dans les grandes villes. Commentaire Claude Sampère. Depuis toujours, la vache était considérée comme un animal sacré en Inde. Si un automobiliste par mégarde en blessait une, il courait le risque de se faire lyncher par la foule. Symbole de fertilité, l'animal a toujours été vénéré dans la religion hindouiste. Dans les villages, les habitants n'hésitent pas à lui donner régulièrement des offrandes. Mais depuis quelques jours, la vie des vaches et des buffles indiens est devenue très agitée. Dans les rues de New Delhi, les employés municipaux ont pris des allures de cow-boys. Équipés de bâtons et de lassos, ils traquent partout l'animal pour le capturer et le vendre aux enchères. D'habitude, on chasse les criminels. Là, on est obligé de s'occuper des vaches à cause de la décision des magistrats. C'est en effet une décision de la Cour suprême qui a déclenché cette grande traque des vaches errantes. Les magistrats ont donné 1 semaine à la police pour capturer les animaux. Dès qu'on étend du linge dehors, les vaches le mangent. On en a assez. Les vaches bloquent les rues et elles font de gros embouteillages. Et parfois elles font peur à nos enfants. Seul problème, la traque est un exercice parfois difficile et prend des airs de rodéo.
35 000 vaches ont déjà été capturées, mais il en resterait près de 28 000 encore en liberté. Et des vaches au jardin, il n'y a qu'un pas. En ce joli mois de mai, l'ouverture des jardins de Chaumont, c'est en Loire. Un lieu de promenade et de visite sur le thème de la mémoire, illustré par des installations ludiques. Reportage Marion Pilas et Pierre Bon-Joseph. Un jardin démesuré pour nous ramener à l'âge où tout autour de nous paraissait immense. Pas facile quand on est tout petit de ne pas trébucher sur les graviers géants du jardin. Pots de fleurs imposants, chaises longues, monumentales. Jeux de proportions et souvenirs d'enfance cette année à Chaumont, on a décidé d'être nostalgique. Ça m'évoque en fait ma jeunesse, parce que j'ai grandi en Auvergne, les jeux avec les copines, puis les odeurs surtout. Effectivement, qui n'a pas en mémoire des parties de cache-cache derrière les arbres ou des balades à travers champs? Le potager du grand-père, c'est presque un souvenir universel, sauf que voilà, quand on dit mémoire aux paysagistes et aux artistes, certains remontent beaucoup plus loin. Comment dire? Le souvenir originel, le premier souvenir. Par contre, que ceci évoque le ventre maternel, là, ça me dépasse un peu, vous voyez. Il y a des idées dans ton jardin, et peut-être même qu'on ne les comprend pas nous, mais toi tu les sais. Non, il n'y a pas d'idée dans mon jardin. Tu choisis tes plantes, tu fais des arrangements, tu choisis la couleur. Réconcilier les amateurs d'art et les jardiniers pure souche, c'est depuis l'origine l'idée de Jean-Paul Pijat, le créateur des jardins de Chaumont. J'en avais mis dans le jardin. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les jardins de Chaumont. Si elles étaient montrées dans des expositions d'art contemporain, elles ne seraient pas supportables. Comme elles sont montrées dans un jardin, elles deviennent accessibles à tout le monde et elles deviennent donc sans prétention. Idée de jardin à reproduire chez soi et promenade d'art contemporain à Chaumont, il y en a pour tous les goûts. La preuve, l'an dernier, 140 000 visiteurs ont arpenté les plates-bandes du festival. Pour la première fois sur la même ligne, ou plutôt la même vague de départ, 450 font de la glisse. Ça s'appelle le défi, c'est une épreuve longue distance en planche à voile, ouverte à tous et ce jusqu'à dimanche. Et c'est à Gruissant dans l'Aude, les amateurs côtoient les professionnels. Aaron Tanzit et Marc de Langaden. Toute voile dehors, c'est la horde sauvage. 450 acharnés de la glisse, au coude à coude. Amateurs et professionnels pour une fois sur la même ligne de départ. C'est le défi, c'est au large de Gruissant et c'est nulle part ailleurs. Soyez attentifs, prudents. À l'épreuve du vent. Aux dernières nouvelles, c'était l'ennemi numéro 1. Tous l'avaient dans la tête avant de l'avoir dans les cheveux. Des pointes à 85 km/h, il va falloir s'accrocher. On sent comment à quelques minutes du départ? Un gros nœud au ventre. Il y a beaucoup de stress. C'est chaud. J'ai tenté le coup. Pourquoi? D'accord. Comme ça, pour le fun, pour me prouver que bon, même à 58 ans, on peut encore faire quelque chose. À quelques minutes du départ, si les amateurs angoissent, les professionnels, eux, se la jouent pépère. Pour certains même, c'est encore l'heure de la sieste. Viens t'allonger avec moi, Antoine. Il vaut mieux pas se fatiguer, hein. Ça n'a rien de faire de courir. Le tout, c'est d'arriver, hein. Voilà. Et les voilà partis pour une quarantaine de kilomètres. Très vite, si les meilleurs s'envolent, les autres s'enlisent. Ça tire sur les bras, ça fait mal, ça lâche. Vous allez vous en sortir? Oh, il nous reste 500-300 mètres à faire. On va essayer. Le gagnant du jour, la star de la discipline, Björn Dunkerbeck, Monsieur Dunkerbeck et ses 33 titres de champion du monde. 40 mètres devant, c'est très dur. J'ai arrivé à la finale très fatigante. Je suis content d'ici pour y arriver premier. Au final, professionnels ou amateurs, dernier ou premier, pas de prime, pas d'argent. Leur seule récompense, le plaisir commun et infini d'avoir dompté le vent. Le gardien de l'Olympique de Marseille, Fabien Barthez, s'est rendu au congrès des arbitres ce matin à Grasse. Fabien Barthez a été suspendu 6 mois, dont 3 mois fermes, pour avoir craché sur un arbitre marocain lors d'un match soi-disant amical. Le gardien de l'équipe de France s'est présenté pour montrer son respect au principal comité des arbitres, mais n'a pas fait son mea culpa. Julien Benedetto. Fabien Barthez est le nouvel ami des arbitres. Ce matin, à Grasse, le gardien des Bleus a fait une apparition inattendue au Congrès national des hommes en noir. Interdit de terrain, Barthez est en campagne de rédemption. Et visiblement, ça fait rire les arbitres français. Pour moi, arbitre footballeur, il n'y a pas de différence. On est tous sur un terrain, on fait des super trucs. Et des conneries, évidemment. Et ça fait... Ambiance bon enfant donc, mais toujours pas de mea culpa pour le gardien de l'OM. Barthez est venu prêcher la bonne parole, exercice de style. L'arbitre,
c'est l'arbitre, quoi. Donc c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Le gamin qui voit Barthez qui entend ça, je préfère qu'il entende ça, qu'il voit ça, plutôt que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Difficile pourtant d'oublier cette image. Ce crachat sur un arbitre marocain le 12 février dernier. Suspendu 3 mois ferme en première instance, Barthez pourrait être sanctionné plus durement en appel jeudi prochain. Et ce serait peut-être alors la fin de sa carrière. Le centre Pompidou fait sortir ses visiteurs du musée et les prend par la main en marge de l'exposition sur l'architecte Robert Mallet-Stevens. Promenade à pied ou à vélo, là où les bâtiments ont résisté au temps et à la spéculation. Isabelle Bechler et Olivier Robert. Les amateurs d'architecture qui veulent juger sur pièce à quel point Mallet-Stevens était révolutionnaire dans l'entre-deux-guerres peuvent le faire d'un coup de mollet. Roue dans roue, accompagnés par 3 conférenciers de différentes disciplines, les voici devant une caserne de pompiers, toujours debout, toujours en fonction. Il n'y a même pas besoin de marquer la signature Mallet-Stevens. C'est tellement ce qu'il a pu écrire sur l'architecture, tour d'angle adouci, des lignes horizontales et du vitrage. Ça change tout d'appréhender un bâtiment dans la ville et non sur plan ou en simple maquette. Plus qu'un discours formel, ça donne des débats entre les gens et ça nous fait aborder les choses de façon beaucoup plus vivante. Et tout s'éclaire, tout ce qu'on a vu au musée prend forme et relief. C'est une véritable enquête policière des conservateurs qui a permis de rassembler plans et dessins, car l'architecte avait voulu que tous ces papiers soient détruits après sa mort. Pour Mallet-Stevens, seuls les bâtiments faisaient foi. C'est pourquoi le centre Pompidou propose ses promenades urbaines à ses visiteurs. Habituellement, j'ai tendance à lire et à essayer de retranscrire après en étant dans les lieux sans de comprendre, mais là on m'accompagne et on m'aide à comprendre les choses. Comme ici, dans la rue qui porte le nom de l'architecte et qu'un ministre inaugurait officiellement en 1937. On retrouve aujourd'hui son génie sur place. Une façon décomplexée aussi d'aborder la culture et d'aborder l'architecture et de penser l'architecture dans la ville puisque nous sortons du musée. Précisément, l'architecture se pense, se voit, se critique, mais elle se vit également, comme l'ont vécu les frères Martel, sculpteurs et amis de Mallet-Stevens. Elle se vit aujourd'hui par des propriétaires amoureux de cette architecture moderne. Mallet-Stevens était très proche des gens pour qui il travaillait. Et ça se sent, parce que monter les escaliers, il y a 4 niveaux ici. Donc on pourrait penser que c'est difficile à vivre tous les jours, et en réalité c'est très simple, parce que les marches sont bien étudiées pour. Paris recèle d'autres merveilles de l'architecte, et les visiteurs cyclistes ne sont pas au bout de leur surprise. Square de Vergennes, par exemple, tout le talent du verrier Barillet était abrité dans l'immeuble construit par son ami Mallet-Stevens. Depuis plus de 20 ans, Juliette interprète ses propres textes comme le faisaient autrefois les chansonniers. Un style bien à elle, mais qui séduit puisqu'elle collectionne les disques d'or. Juliette, actuellement en tournée, sera à Paris au Grand Rex mercredi et jeudi prochain. Olivier Lenouza, Dominique Bonnet et Mathieu Berdel. Maintenant c'est une foule qui décampe sans raison et puis quoi, je n'en sais rien. Elle a une gueule, une faconde. Pleine de gouaille, Juliette est une bonne vivante qui nous reçoit dans un bouchon lyonnais quelques heures avant de monter sur scène. Comment on démarre, ça, j'en sais rien. À 18 ans, elle écumait les bars de Toulouse face à son piano. Depuis 25 ans, elle conserve dans son répertoire les mêmes ingrédients, humour, finesse. Et pourtant, chaque soir, le plat servi a une saveur différente. Sainte Vierge des tueurs, verse un peu de douceur sur les cadavres jaunes et beaux de l'antico de Bibario. Je fais ça un petit peu comme un cuisinier, entre guillemets, mais en tout cas comme voilà, quelqu'un qui choisit l'ordonnance des mets, des vins, des plats, de la conversation, pour que ça soit un moment de fête. Bateaux gens dans la boue, pauvres petits humains, seriez-vous plus sereins, Esprit Saint? Une fois le concert terminé, Juliette prend la clé des chants pour la clé des sons. Le titre d'une émission que l'artiste anime une fois par semaine sur France Musique. Le piano du pauvre. Au programme, faire découvrir aux auditeurs toutes les chansons qu'elle aime. En un, Léo Ferré. Il est souvent convoqué, hein, Léo Ferré. Ce soir-là, l'accordéon est à l'honneur. Plus mobile qu'un piano et tout aussi polyvalent, nous le prouverons tout à l'heure. On cherche toujours le plus rare, le plus
parfois le plus tordu. Et on s'amuse beaucoup. Et c'est une émission qui est vraiment faite pour le divertissement, juste pour l'oreille. Mesdames, messieurs, voilà, vous m'êtes très sympathique. S'amuser à la radio et sur scène. Très content. Vous m'êtes très sympathique comme ça naturellement. Ça va, on arrive. Tout un art. C'est la soubrette dans les beaux quartiers. Quand c'est enseigné, je suis toujours prête, modeste et discrète, serviable et zélée, en un mot parfaite. Maudite Clochette. L'art des chansonniers que Juliette défend à la pointe de sa plume, reconnu par les critiques, adoubé par le public. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. À 20h55, Maigret et les 7 petites croix. 23h55, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à midi, face à l'image, Paul Naon et Bernard Benjamin reçoivent Jean-Christophe Ruffin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir.